primero hacer una definición o congreso que estáis organizando sobre la regulación. La regulación quiere decir la regulación médica, las urgencias, tanto en caso de catástrofe, que en la regulación, en la sala de regulación. No me oyen. No hacer barullo. ¿Qué pasa? César, ¿dónde estás? César, il faudrait couper ton micro pour qu'on entende mieux Martin. Moi, je peux. Ça y est, tu m'entends. Tu On m'entends. t'entend, Martin, c'est très bien. Je suis là, Martin. Je suis là, Martin. Bon. Tu peux continuer, ton Martin. Micro, César. Faut que tu coupes ton micro, César, autrement on n'entend pas Martin. Tu peux, oui, tu peux continuer, Martin. Bon. Primero que quiero precisar algunas cosas a la sala. Quiero saber quién está en la sala. José puede decir si hay capacitadores o profesores de medicina de urgencia. Levantar la mano. En la sala hay los auxiliares de técnicos de regulación. Levantar la mano. No, César, no hay técnicos de regulación en la sala. Ah, Yes. Saludo. Eu sou tu avô. Eu inventei su trabalho. O TARM é elemento muito importante con un médico regulador. Hace un equipo. Y ese equipo de regulación médica también, o caso dos técnicos de urgencia que están en un centro de triaje con los médicos que hacen o triaje en caso de desastre. ¿Okay? Segunda cosa, quisiera precisar unas ideas que José, no sé si ya las han aceptado. Primero, o prejuicio que pretende que lo que es grave es urgente. No es verdad. O que o grave no es forzosamente urgente. Muchas cosas graves no son urgentes. Segunda cosa, o síndrome más grave, la patología es a muerte, pero tiene una gravedad nula porque no tiene tratamiento. En efecto, no es una urgencia médica al sentido normal. En caso de urgencia, si usted tiene varias urgencias, usted tiene que clasificarlas, ponerlas en prioridad. ¿Cuál voy a tratar la primera si hay muchas juntas, simultáneas? Como eso pasa en caso o en caso de regulación médica, usted tenéis que tratar varias urgencias juntas. Pero SAMU no solo está un médico regulador y un TARM. Hay mucha gente y sobre todo hay un gran red de radiocomunicaciones con todos los recursos. Así que lo que se llama en los intelectuales a cogniticidad, es que o saber do SAMU es un saber que es multiplicado por toda la gente que participa en toda la región, en todo perímetro. Y eso hace la potencia do SAMU.
o médico regulador e o TARM têm detrás dele toda a região que está informando-los dos recursos. Então, para precisar lo que é uma urgência, recordo minha fórmula. Para classificar as urgências, para regular as urgências, você tem que apreciar 4 términos. O primeiro é a gravidade. A gravidade é o número de células que estão mortas ou que estão lesionadas, ok? Isso é a gravidade médica. Pero não é só a gravidade. É também os recursos, é decir, a terapêutica, qual vai ser a solução da urgência. Uma urgência que não tem solução já não é uma urgência. É o caso da morte. Aunque a morte tem tratamento que veremos depois. A morte tem que ser tratada em urgência por o duelo. ¿De acuerdo? Bom, volvemos a la fórmula. Además de la gravedad y los recursos de la solución, existe un tercer término que es a valencia. A valencia social es una manera gentil de decir o valor social, es decir, o peso social da persona o da circunstância que há no entorno do paciente. Quer dizer que há urgências que não têm gravidade, pero têm muita urgência. São muito urgentes. São as que têm uma valência social muito importante. Um exemplo. Se o Bolsonaro ou o Lula está em congresso e se rompe a perna, é uma urgência muito elevada, mas não é grave. Uma fratura da perna não se falta correr. Em cambio, é Lula ou Bolsonaro. E Lula ou Bolsonaro têm muito valor social, valência social. Quer dizer que a valência social é fator muito importante que há que apreciar o momento da regulação médica em o SAMU ou em caso de desastre. Em caso de desastre ou triagem, há que também ver qual é o entorno social do paciente. Por exemplo, uma mulher que tem 5 crianças tem mais valência que a que não tem nenhuma. Ou uma jovem mulher vale mais que uma velhota. Isso é muito chocante, pero é a realidade, porque não há que pensar en los prejuicios que tenemos antes de haber sido formado a regulación médica. O elemento ahora más importante para los 3 otros, gravedad, valencia social y terapéutica, es decir, atención, es o tempo. O tempo, la característica da medicina de urgência, que la diferencia completamente de las otras, de la clínica normal, es que o tempo apura. Es una medicina apurada. Quiere decir que no es una medicina normal, que las decisiones tienen que ser rápidas, que la organización tiene que ser rápida. Todo tem que ser feito para ganhar minutos ou, ao menos, horas. Agora,
un infarto de miocardio o un AVC es una urgencia que tiene que ser tratada muy rápidamente, y ir directamente al punto donde va a ser tratada. A boa regulación consiste en que o médico regulador e o TARM façam que o trayecto do paciente no pase por las urgencias, va directamente a cuidados intensivos o de neurología o de radiología o de cardiología. Eso también es muy chocante para los hospitales que tienen costumbre, você pasa por las urgencias. No, cuando SAMU regula, puede decidir en acuerdo con el servicio receptor que o paciente va directamente a ese médico que está esperándolo y preparándose a hacer o tratamiento. Todas cosas no son habituales, supongo. Y no, al principio, nosotros no, hace 20 años, no hacíamos aquí, hacíamos como los clinicianos. Pasábamos por las urgencias y después había que encontrar el lugar del hospital donde había algún tratamiento. Así que esta fórmula de urgencia tenéis que meterla en la cabeza para la regulación en el SAMU y para la regulación en caso de desastre. Porque una urgencia individual tiene la misma organización que una urgencia colectiva. Gravedad, valencia social, tratamiento y 1 sobre T, el inverso de T, porque el tiempo corre y aquí no es es el inverso del tiempo. Así que en la fórmula es 1 sobre T, tiempo. Yo pensaba hablaros de otras cosas y si queréis, pues diremos unas palabras suplementarias que los dos colegas van a hablar de algunas, las catástrofes y los progresos del SAMU de París. Los dos parisinos que están allí van a hablar de eso. Pero yo pensaba un día hablaros de los progresos para Brasil y para México, pero hablemos a Brasil porque estamos en Brasil. Yo quería falar, si tuviese tiempo, de o SAMU do Mar. O SAMU do Mar, que puede ser en Bahía, supongo, o en Salvador, es una cosa que, como en Francia, o SAMU da costa hacen a medicina de urgencia, atención médica de urgencia para todos los marinos, todos los barcos que están circulando por el mundo entero y sobre todo por la costa. Segunda cosa que quería falar también específicamente es o caso do Brasil y de toda Sudamérica. Son los dos ríos que atraviesan a Brasil, a toda América del Sur, toda Iberoamérica, que son a bacia dos Amazonas, que atraviesa todo o Brasil, e a bacia do Rio da Prata e do Paraná. Por aí hay un tráfico enorme de barcos. Y como el SAMU del Mar, un día hablaremos do SAMU das dos bacias que atraviesan Iberoamérica. Marcelo, Bastante. Bueno, ahora si queréis, pasáis a los colegas franceses
e depois as questões que podeis poner. Habrá, filhos míos, nietos míos, perdão. Martin, tu nous entends? César, tu nous entends? Parfait, c'est parfait, c'est grandiose. Oui, je vous entends, je vous fais la traduction. Okay. Okay. On va fermer mon micro. Vas-y. D'accord. Et Martin aussi va fermer son micro pour qu'on n'ait pas la résonance. On rouvrira pour la discussion. Et moi, je partage l'écran. Voilà. Alors, j'enlève mon micro. Ok. Écoutez, ce que je vous propose, alors, c'est de prendre. C'est toujours très difficile de parler après Martin parce qu'il a dit l'essentiel. Il a dit les choses les plus importantes qui structurent notre salut. Jean, oui. Jean, un moment, je vais commencer la traduction. Ah, ok. Okay? Tu peux parler maintenant. Je disais, je voulais dans un premier temps vous remercier de nous avoir invités à ce congrès. Nous sommes très fiers de pouvoir échanger avec vous. Et je voudrais, César, que tu rappelles à tous nos amis brésiliens qui sont dans la salle que la plus grande frontière que la France partage avec un pays, c'est le Brésil, puisque quand même, il faut se rappeler que la Guyane est au nord du Brésil. Tu entends, César? Oui, d'accord. Tu te traduis tout de suite ou je continue? Coupez le micro. Ok, tu peux faire. César, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que tu veux que je m'arrête à peu près toutes les 2 minutes? Je vais faire un topo très bref pour que tu puisses traduire. Non, tu peux faire parler seulement un peu plus lent sans arrêter. D'accord, c'est parfaitement reçu. Donc, je vais parler après le docteur Martinez et avant le professeur Lameau qui va développer essentiellement cette présentation. Le professeur Lameau qui représente l'avenir des SAMU et qui a déjà fait beaucoup de choses ces derniers mois, il va vous raconter. Un petit résumé pour planter le décor et illustrer un petit peu, en tout cas, ce que le docteur Martinez nous a dit. Donc, le SAMU de Paris... Oui. Tu es trop vite. Il faut que tu parles ou plus lent ou arrêter quelques temps. D'accord. Donc, je vais commencer très rapidement à vous localiser le SAMU de Paris. Le SAMU de Paris, comme son nom l'indique, a une régulation qui se situe à Paris, dans un tout petit pays, la France, quand on compare ce pays au Brésil. Et le docteur Lameau et moi-même travaillons au niveau du SAMU de Paris. Il se situe au sein d'un hôpital qui est central dans Paris, au sein de l'hôpital Necker, et nous recevons à peu près 3000 appels par jour. 3000 appels par jour pour une ville de 3 millions d'habitants. Je vous ai mis ce dessin sur la première diapositive, qui est un dessin qui a été fait par Cabu, qui est un dessinateur qui a été assassiné pendant les attentats de Charlie Hebdo il y a quelques mois. Je montre ce dessin pour vous dire que le SAMU, c'est 3000 appels par jour, des infarctus, de la médecine du quotidien, mais c'est aussi de la médecine de catastrophe et qu'évoquera avec vous le professeur Lameau dans quelques instants. Diapo suivante, Lionel. Le SAMU, les SAMU français sont très proches des SAMU brésiliens. Nos deux pays ont un fonctionnement tout à fait similaire. C'est un système public. Nous disposons en France d'un peu plus de 100 SAMU
ce qui fait environ 900 unités mobiles hospitalières, 900 ambulances de réanimation. Nous parlons chez nous d'unités mobiles hospitalières ultimes, comme dirait Martin. Ce système SAMU est national depuis 1986 et répond à un numéro, le 15. Vous avez un SAMU par département. Et ce que je voulais vous dire, c'est pour ça que je vous remets cette diapositive avec notre maître Martinez, c'est que la régulation est quelque chose d'intelligent qui n'est pas algorithmé et qui répond à l'équation de l'urgence, qui est appliquée avec notamment le paramètre de valence sociale sur chacun des appels. Et c'est parce que nous mettons un médecin en régulation que les patients peuvent avoir une filière de soins adaptée, un moyen adapté, une réponse adaptée à leur situation. Donc, Martin, si tu m'entends, cette équation de l'urgence, elle est appliquée au quotidien en 2023 et plus que jamais. Et cette équation de l'urgence, elle est appliquée aussi selon les principes absolus de notre pays, le principe d'égalité, le principe de fraternité et de liberté. Liberté d'accès aux soins. Nous choisissons notre praticien, notre médecin en France. Égalité, tous les patients sont traités de la même manière, même s'il y a un paramètre de valence sociale et le principe de fraternité. Diapo suivante. Sans vouloir vous embêter avec des textes un peu trop compliqués, le décret principal qui a été écrit par l'Assemblée nationale et le Sénat en 2005 définit le rôle de SAMU. Le SAMU chez nous assure une écoute médicale permanente et il détermine et déclenche dans le délai le plus rapide le moyen adapté à l'appel du patient vers le 15. Il faut savoir que les SAMU travaillent avec l'ensemble des hôpitaux sur le territoire national, qu'ils soient publics ou privés. Et ce texte fondamental dit que le patient peut choisir son lieu d'hospitalisation. C'est un point fondamental qui nous différencie de beaucoup de pays européens. Diapo suivante, Lionel. Alors, cette diapositive, elle va être très rapide. Elle vous illustre, et je finirai pour ma partie sur cette diapositive, le fait que la population en France répond au 15, que les personnes qui peuvent nous appeler au niveau du SAMU sont aussi bien sûr les hôpitaux, les cliniques, les médecins, les infirmières, mais nous avons aussi en charge au niveau de la régulation du SAMU de Paris, par exemple, tous les problèmes médicaux à bord des avions français où qu'ils se trouvent dans le monde. Pour éviter qu'un avion soit dérouté vers pour des raisons inutiles, en appliquant l'équation de Martinez, eh bien, nous essayons à distance de régler les problèmes médicaux à bord des avions, des trains et des métros à Paris. Vous dire aussi que nous travaillons au niveau du SAMU avec des médecins urgentistes comme Lionel Lameau, moi-même ou Miguel Martinez, mais nous travaillons aussi avec des généralistes. La plateforme dispose d'un pool d'environ 250 médecins qui travaillent pour nous. Et en frontal, chaque jour, nous avons une quinzaine de médecins qui répondent aux appels. Vous dire aussi, et pour finir, que nous avons la possibilité d'envoyer des taxis, des ambulances prioritaires. Nous pouvons envoyer des médecins au domicile, des infirmières, des secouristes. Et il faut savoir une chose, vous devez savoir qu'en France, nous rencontrons un problème majeur depuis quelques années. Il y a de moins en moins de médecins disponibles sur le territoire. Pour cette raison, un système de téléconsultation a été construit et mis en place. Téléconsultation avec des médecins, des infirmières et des secouristes. C'est un point que le professeur Lameau va vous développer pour l'instant. Voilà, j'en finis. Avec un point aussi, les SAMU sont interconnectés avec la police, les pompiers et les différentes structures du ministère de la Santé. Les SAMU relèvent du ministère de la Santé et ont un principe absolu du respect du secret médical. César, j'en ai fini pour mes diapositives. Bien, j'ai traduit quelques mots, j'ai coupé parce que je n'ai pas bien compris.
mais je pense que les gens avons compris la majorité. OK? OK. C'est un peu vite pour moi à ce moment. On va aller moins vite. Bien, Lionel, tu peux parler si tu veux. Tu peux parler un peu plus lent, c'est mieux. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir que nous sommes là sur ce congrès. Il faut couper ta présentation, Jean. Non, mais c'est bon, c'est les mêmes diapositives, César. Je vais suivre. OK. Merci beaucoup pour l'invitation. Et vraiment, je tenais à te remercier, César, pour l'invitation et l'organisation. Et Martin, du côté français, pour avoir tenu ces liens avec vous, Amérique du Sud au sens général et particulièrement le Brésil, comme disait Jean-Sébastien, avec qui on a une grande frontière. Dans les minutes qui viennent, je vais essayer de vous présenter quelques innovations technologiques ou quelques voies que nous prenons au SAMU de Paris sur différents sujets. La télémédecine, l'arrêt cardiaque et la médecine de catastrophe. Comme Jean-Sébastien vous l'a dit à l'instant, la régulation du SAMU peut envoyer maintenant des unités de télémédecine. Ces unités de télémédecine, c'est des véhicules avec un infirmier qui va avoir une mallette connectée de haute technologie avec tous les instruments pour pouvoir faire des diagnostics. Un stéthoscope, un électrocardiogramme, mais aussi un échographe qui va télétransmettre, comme vous pouvez le voir sur l'image, à un médecin qui lui est à distance. Ce véhicule est complètement régulé par le SAMU. C'est-à-dire que déjà, il y a un premier médecin qui va graduer la gravité et donc dire que ce patient relève de ce type de prise en charge. Quel avantage? C'est d'aller partout sur le territoire dans un temps relativement court, tout en économisant la ressource médicale. Ce type de dispositif a permis, par exemple, de voir récemment 15 000 patients avec un taux de laissés à domicile de plus de 80%, alors que plus de 50% des... Lionel, d'accord, je vais trop vite. Les dernières choses. Donc, on a vu 15 000 patients, et sur ces 15 000 patients, il y en a 80% qui ont pu rester sur place directement. Ils n'ont pas été à l'hôpital. Alors que c'était des personnes âgées qui d'habitude vont aux urgences. C'est donc pour le système des urgences une protection pour éviter d'avoir trop de consultations. Concernant l'arrêt cardiaque, on a mis beaucoup de choses dans des nouvelles technologies. Vous connaissez la chaîne de survie de l'arrêt cardiaque. Je vais juste vous présenter une action à deux endroits différents. Le premier endroit, ça va être sur le citoyen, comment le SAMU doit être connecté aux citoyens pour nous aider à prendre en charge les arrêts cardiaques. Et sur un deuxième maillon, qui est l'ECMO préhospitalière. Pour les citoyens, je vous ai mis un film. On a développé, grâce à une application qui s'appelle Sauve Life, quand quelqu'un est dans la rue et s'effondre avec un arrêt cardiaque, vous avez le premier témoin qui va appeler le SAMU. Nous allons détecter cet arrêt cardiaque et en même temps qu'on envoie les secours, nous allons envoyer un message d'alerte à tous les citoyens qui ont l'application. Pour vous donner un ordre d'idée, en France aujourd'hui, il y a 750 000 personnes qui ont l'application. Il y a 50 personnes
qui réalisent des massages cardiaques tous les jours. Un moment, Lionel, s'il vous plaît. Comme vous pouvez le voir, l'application va automatiquement envoyer les gens sur place et prendre des défibrillateurs. Et nous, au SAMU, on suit en temps réel ce qui se passe. Et on va pouvoir faire une visio pour guider les gens pour faire le massage cardiaque. Lionel, j'ai pas compris. C'est un applicatif du cellulaire, c'est ça? Oui, c'est une application sur les téléphones portables. Vous voyez, c'est une application sur le téléphone. D'accord. Concernant l'ECMO ou ECPR, à Paris, nous avons pris le choix depuis maintenant 13 ans de faire l'ECMO là où est le malade. Car le travail du SAMU, c'est d'amener l'hôpital là où est le patient quand il n'a pas le temps d'être transporté. Comme vous le savez, depuis 1 an, nous avons eu plusieurs études randomisées sur l'ECMO et qui ont, au total, dans cette méta-analyse, montré un effet positif. Aujourd'hui, on a probablement plus de preuves pour faire une ECMO que pour faire de l'adrénaline. Sur ce schéma, je vous ai montré le taux de survie en fonction du rythme. Vous pouvez voir qu'après 45 minutes, il n'y a quasiment plus d'espoir, il n'y en a plus d'ailleurs, d'espoir de survie. Et quand on regarde où sont les patients des études, ils sont tous au-delà de 45 minutes. Ça veut donc dire que tous les patients qui ont été sauvés sont des patients qui ont été arrachés à la mort. La vraie question, finalement, n'est pas de dire est-ce que ça marche ou ça marche pas. La question est de dire est-ce que j'ai les moyens d'implanter un système avec de l'ECMO. La question pour mon système est de savoir où je mets mon ECMO. Est-ce que je la mets à l'hôpital? Je prends le patient et je le transfère à l'hôpital, ou je la mets directement sur place, car j'ai un SAMU qui sait faire des soins technologiques sur place. Le transfert, c'est compliqué pour la qualité de la réanimation, même avec un massage cardiaque automatisé, et pour la sécurité des équipes préhospitalières. Aller à l'hôpital, c'est pas si simple que ça. Je vous ai pris des photos de Paris, les embouteillages. Toutes les grandes villes dans le monde aujourd'hui ont des problèmes d'embouteillage. Et puis des bâtiments où il est des fois difficile de sortir le malade. Et on est obligé de prendre des bras articulés des pompiers pour sortir le malade. Ça prend beaucoup de temps. Il faut comprendre que le malade doit être en 60 minutes à l'hôpital avec l'ECMO posé. Dans ce papier que nous avions publié maintenant il y a quelque temps, on montrait le principe d'enlever la barre rouge
qui est le temps de transfert à l'hôpital. Et c'est le but de la stratégie de mettre l'ECMO en préhospitalier, gagner du temps. On peut la mettre partout. Vous voyez toutes ces situations. Regardez sur la droite, le couloir est très étroit. Il aurait été quasi impossible de sortir le malade. Ce malade-là n'aurait jamais pu accéder à l'ECMO. Et puis, on peut faire un peu de tourisme au Louvre et voir des beaux tableaux, tout en faisant de la médecine préhospitalière. Juste pour que vous compreniez bien l'intérêt de faire de l'ECMO préhospitalière. Dans ce papier de Sydney, en Australie, ils ont 5 hôpitaux qui font de l'ECMO. Et vous voyez autour de ces hôpitaux, la zone bleue est la zone des patients qui arriveraient à temps pour une ECMO. La survie globale serait de 17%. Il s'agit de modélisation statistique. Si vous optez pour une autre stratégie, vous avez toujours vos 5 hôpitaux, mais vous voyez d'autres hôpitaux où le malade va aller et vous, ECMO, vous allez aller dans ces centres. C'est la technique du rendez-vous. Vous voyez que vous agrandissez quand même le nombre de patients possibles, en bleu, avec un taux de survie global qui augmente à 22%. Et finalement, si vous utilisez l'ECMO préhospitalière dans la rue, comme nous faisons à Paris, vous voyez que le nombre de patients augmente énormément, car vous couvrez toute votre région, et du coup, votre taux de survie augmente aussi de manière significative. C'est les résultats que nous avons chez nous et qui sont constants depuis maintenant 10 ans. Et bien, quand vous faites de l'ECMO préhospitalière systématiquement et que vous sélectionnez correctement les malades, vous montez à 38% de survivants sans déficit neurologique à la sortie de la réanimation. De nombreuses équipes dans le monde se sont mis à faire de l'ECMO préhospitalière. Imaginez les Américains commencent à créer des équipes médicales pour aller en dehors de l'hôpital après un combat de 40 ans que Martin pourrait décrire de longue date sur le combat entre la paramédicalisation et la médicalisation. Un autre point important, on ne peut pas parler d'arrêt cardiaque sans parler de don d'organes aujourd'hui. On a publié très récemment que des patients à qui on avait mis l'ECMO pour essayer de les sauver, qui malheureusement vont évoluer vers un état de mort encéphalique, quand on fait un prélèvement, la qualité de l'organe prélevé est très très bonne, voire a une tendance à être presque mieux qu'un prélèvement sans ECMO. C'est très important. Oui, ils conseguem manter une vivacité dos pacientes de séparés. Donc, comme vous l'avez compris, pour l'ECMO, ça sauve des vies. Ça change le paradigme. On va réanimer d'abord le cerveau. On sélectionne les patients, je n'en ai pas parlé là, mais sur les signes de vie. Et le don d'organes est quelque chose de très important. L'ECMO préhospitalière est possible. Et surtout, elle donne de l'éthique, puisque plus de patients peuvent être traités. Et on gagne du temps. Nous allons aborder maintenant la médecine de catastrophe.
je voulais juste vous parler des transferts de longue distance et de masse que nous avons fait pendant le Covid-19. Et comme vous, probablement, nous avons eu un afflux massif de patients. Nous manquions de lits de réanimation. Mais nous avons eu la chance d'avoir un asynchronisme sur le territoire de l'infection. L'autre point, c'est on a eu de la chance que tout le territoire ne soit pas touché en même temps. Et nous devions répondre à un problème éthique, car en France, à propos du triage, on veut que tous les patients aient accès aux soins. Et c'est donc la résilience nationale qui a dû agir. Vous voyez sur ce graphique pour Paris, la ligne maximum habituelle de patients en réanimation, et en bleu, la ligne de tous les lits que nous avions pu ouvrir en plus. Au mois d'avril, nous avons atteint cette ligne-là, ce qui nous a obligés de transférer des patients. En France, nous avons un très bon réseau de trains rapides. Il y en a 700 qui roulent par jour. L'avantage, c'est disponible vite. Ça roule très vite. Quelles que soient les conditions de météo, contrairement par exemple à un hélicoptère. On peut mettre beaucoup de monde, c'est confortable et ça part du centre des villes. On peut aller d'un bout à l'autre de la France en quelques heures. Nous avons donc transformé les TGV, les trains, comme des hôpitaux, des réanimations roulantes. Par wagon, il y avait 4 lits de réanimation. Où nous prenions que des malades intubés, ventilés. Pour chaque wagon, il y avait un médecin, un étudiant en médecine, 4 infirmières et un logisticien. La logistique est quelque chose de fondamental. Vous voyez, par exemple, pour un transfert de 24 malades, le nombre de bouteilles d'oxygène qu'il nous fallait. Il faut contrôler en permanence ce qui se passe et l'embarquement était compliqué. Excuse-moi, César? Vous pouvez voir que pour rentrer les malades, les secouristes sont accroupis sous le patient pour le porter. À l'intérieur du train, vous pouvez voir comment on s'est installé. C'était des vraies réanimations roulantes. Et vous pouvez voir la différence entre les deux photos. La compagnie de train a enlevé les fauteuils
pour que les patients soient à notre hauteur. Ça permettait une meilleure surveillance. On a adapté, ça a été un très gros travail avec la compagnie de train, la SNCF, et ce qui montre l'importance du travail entre la société médicale que nous sommes et la société civile pour nous aider en cas de catastrophe. Vous voyez là, la compagnie de train dans la gare a démonté les barrières pour que les ambulances soient juste devant les sorties du train. Voilà les différents trajets. Il y en a un qui a duré 17 heures. Et c'est quasiment 250 patients qui ont été transférés par ces trains. Et puis, nous avons eu un autre problème. La France a des îles éloignées qui étaient débordées. Et nous avons donc fait des transferts intercontinentaux dans des avions de ligne de malades intubés et ventilés sur des longues distances. Vous pouvez voir un vol de Tahiti à Paris, 22 heures de vol, soit 30 heures de prise en charge. Ça veut dire qu'on a organisé l'avion en 3 zones. Une zone de vie, une zone de sas pour s'habiller et une zone de soins où il y avait 12 malades intubés, ventilés. Um moment, Renato. Eles fizeram dentro dos aviões 3 zonas, tá? Uma zona de cuidado, uma zona de suporte avançado e uma área de sala para quem estava atrás. Ok, je vais continuer. Un film dans l'avion. Vous pouvez voir les différents malades présents. Tout le monde travaille. C'est une vraie réanimation volante. On était capable de faire des échographies, poser des cathéters, faire des gaz du sang. Pour les patients, c'était comme s'ils étaient dans la réanimation. On a transféré certains malades sous ECMO. Et on a regardé le pronostic de ces patients-là. Ces patients qui ont traversé l'Atlantique, le Pacifique, ont des survies à 6 mois de 80%, ce qui correspond à la mortalité. Ça correspond à la mortalité prédite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de surmortalité. Et quand on a regardé l'oxygénation de ces patients-là, ce qui est très important, Pardon, Lionel, j'ai pas compris le dernier. Quand on regarde l'oxygénation des patients, ce qui est étonnant,
ce qui les dégrade le plus, c'est le transfert à l'aéroport par l'ambulance. Ce n'est pas l'avion lui-même. Mais non por causa do avião que se plano. Juste pour finir, je voulais dire que pour nous, en tant que SAMU, et c'est un point, je crois, que Martin va apprécier tout particulièrement, cette médecine d'urgence, cette médecine de catastrophe, cette médecine préhospitalière, c'est une médecine qui est maintenant universitaire. A medicina agora é uma medicina universitária, medicina de urgência. Il y a des enseignants, comme moi par exemple, Que onde tem et nous avons la professor, chance e nós temos d'avoir pris conscience à nos facultés que nous devons enseigner à tous les étudiants, des bases de médecine d'urgence et de catastrophe. Vous voyez cet amphithéâtre de futurs médecins. Ils vont vivre un exercice de médecine de catastrophe. Ils auront ainsi des notions. Nous réalisons des exercices de grande ampleur. Nous en avons fait un proche de vous récemment en Guyane, où on utilise les trains, les avions, et on travaille avec tous les collaborateurs qui travaillent en préhospitalier. La police, les pompiers, tout le monde doit apprendre à travailler ensemble. Nous sommes très attachés à cette universitarisation de la médecine d'urgence. Comme vous pouvez le voir, notre vision, c'est une vision globale d'hier, d'aujourd'hui et de demain, qui doit prendre en compte les soins, la gestion de crise, mais aussi la recherche et l'enseignement. C'est fondamental. On ne peut pas bien soigner si on n'enseigne pas et si on ne fait pas de la recherche. Merci de votre attention. Si certains sont intéressés par des cours d'ECMO, on en fait un bientôt au mois de mars. Et on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, Martin, Jean-Sébastien et moi-même. Quero pedir desculpa pela atração por trazer isso. Foi difícil, mas espero que você tenha compreendido. Jean Lionel et Martin, vous pouvez parler un peu de la coopération française? Tous les SAMU doivent avoir donc une école. Un portunhol. Todos os SAMU de Brasil já têm oficialmente uma escola. Pero agora há que encontrar os docentes e atacar. Attends, non, non, mais il y a du Larsen. Oui, c'est normal, Martin, c'est parce qu'il y a la salle qui ouvre. Ah bon. Alors, es o momento de alertar a Embaixada de França e a Embaixada de França em Brasília e a Embaixada e os dois governos para que a cooperação entre Brasil e França
vuelvan a ser organizadas correctamente como fueron 20 años antes. Fue una maravilla el resultado que tuvimos en 20 años que trabajamos juntos. Voy a decir algo específico. Brasil hoy es el país del mundo que tiene el mejor sistema de normalización da palabra SAMU. Se llama señalética, es decir, que en todo Brasil ahora se sabe que esto es un vehículo de SAMU, esto es un servicio de urgencia, esto es un par, esto es un médico, porque tienen aquí una inscripción que es internacional y que solo Brasil la normalizó. Es una maravilla y felicito a Brasil. Si je peux ajouter, César, l'éducation, les écoles sont fondamentales. A educação nas escolas é fundamental. On a, par exemple, récemment en France créé nos assistants de régulation une école. Nós temos a escola de regulação, né? A regulação está na escola. Ça veut dire que tous les personnels travaillant dans les SAMU doivent avoir des formations spécifiques. Passa por uma capacitação específica. Et les coopérations doivent passer par les gouvernements, les ambassades, c'est sûr. Deve passar pelo governo e pela embaixada. Mais quand la formation devient universitaire, il peut y avoir des coopérations entre universités et ça simplifie beaucoup de choses et avoir des diplômes communs. O que eu falo agora que com essa formação específica ela talvez a gente ter uma certificação comum entre a França e o Brasil, desde que tenha cooperação. Et même pour l'implantation de certains dispositifs, il existe des fonds spécifiques de faculté. Porque se a plateia quiser, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar adaptado ali. Então, se quiserem fazer pergunta para o Martinez, né? Voilà. Martinez ou Coronel. Recuerdo una cosa. SAMU no quiere decir móvil, quiere decir médico. Porque a diferencia con los sistemas anglosajones es que no son médicos. Boa noite. Bonjour, Dr. Martinez. ¿Le me ve? Te conozco. Je te connais? Se rappelle de moi? Oui, c'est Rosane. Oui, je me rappelle d'elle. Je suis très content de le avoir, mais je vais parler en português. D'accord? Doutor Martinez, é uma grande satisfação lhe ver e lhe ouvir. Eu sou Rosane, do SAMU de Porto Alegre, que nós inauguramos em 95. E tivemos a felicidade de ter o Dr. Martinez conosco na inauguração do SAMU de Porto Alegre e tive a oportunidade também de ficar uns 2 ou 3 dias com ele em Paris e depois ir para o SAMU de Lille, que é a nossa cidade de cooperação. E quero lhe dizer, Dr. Martinez, que os seus ensinamentos prosperaram nesse país e é com muito... Eu queria ver a cara dele. É com muito orgulho que eu lhe ouço nessa noite e tenha certeza de que
aquilo que o Senhor nos ensinou, nós prosperamos nesse país. E temos lutado para melhorar mais e mais o serviço que nós aprendemos a fazer com vocês. Tenho muita alegria de poder ter sido uma das cidades que foi agraciada com a cooperação técnica com a França, e nós trabalhamos e temos trabalhado e temos a esperança de que esse serviço se fortaleça cada vez mais, porque ele é muito importante para a população brasileira. Lhe ver na tela, falando da valência social, falando da sua fórmula que o senhor criou para classificar a urgência, e lhe ver aqui conosco com saúde, é motivo de muita esperança para a gente que está aqui trabalhando e que aprendeu com o senhor tantas coisas. Tá? Eu fico muito feliz, muito honrada e lhe desejo muita saúde, muita felicidade para continuar conosco. Num próximo seminário, o senhor venha pessoalmente, tá bom? Maravilha, Brasil! Estou muito orgulhoso de Nós você também. e também de dois outros países que estão avançando, Chile e México, porque o SAMU está estendendo-se em toda a América, pero aún não passou o Rio Grande da Riba. Do Sul? Não, Da da costa? Riba, como se chama? O Rio Grande que separa e que querem fazer uma muralha entre os dois, entre México e Novo México. Sim, sim. No Rio Grande do Sul estamos. O senhor tem o nosso reconhecimento em Porto Alegre, o nosso total reconhecimento, a cidade de Lille, com quem nós fizemos a cooperação, com o nosso grande amigo, Dr. Nordine Benamer. Eu estive em julho fazendo a festa da retraite de Nordine, que tantas missões compareceu em Porto Alegre, e nós somos muito gratas. Em nome do SAMU de Porto Alegre, eu lhe agradeço de coração, e o nosso mestre pode se orgulhar também, porque nós fizemos o serviço funcionar nesse país. Está implantado pelo aprendizado, pelas lutas e pelo trabalho de cada um dos brasileiros que se empenharam em construir o SAMU no país. Muito obrigada, doutor Martinez. Muito obrigada. Eu disse, César, se podes mandar a Lille, onde a cópia de esta reunião seria muito bem, porque Lille é verdade que recebeu a gente de Porto Alegre e que estiveram muito contentos aí. Oui, Martin, nous pouvons envoyer après. Temos mais uma pergunta. Oi, boa noite. Meu nome é Luívia, sou médica reguladora no SAMU. E sou médica anestesista também. Mas a pergunta é para o Dr. Lionel, que eu fiquei na dúvida em relação ao ECMO. Na verdade, é uma dúvida. É uma pergunta bem simples, na verdade, eu não entendi. Cada viatura avançada na França possui um ECMO dentro, e o médico ele está habilitado nesse curso, que inclusive é esse de março, de 20 a 24, com formação em realização da aplicação do dispositivo na rua, né, no atendimento primário, é isso? Lionel, il a posé une question. Hein? Si tous les médecins qui sont dans les murs, ils sont déjà formés
vous utilisez l'ECMO à la rue. Non, pas- Dans ces cours en mars, s'il y aura une capacitation pour ça. Alors, il y a deux questions, il y a deux réponses. Chez nous, tout le monde n'est pas formé, car pour être de haute qualité, il faut faire un certain nombre de fois le geste par an. Pardon, Lionel, tu peux répéter? Pour maintenir les compétences, il faut faire un certain nombre de fois le geste. C'est pour ça que c'est une équipe réduite qui le fait. Nós temos que. Eu não estou conseguindo traduzir isso. Lionel, Concernant, je n'ai pas réussi à traduire. alors, Martin, tu veux traduire? Oui, je vais traduire. Si tu veux, il n'y a pratiquement que Paris qui a. Port-Royal, Martin. Ah, pardon. Là, il n'y a pas que Paris, hein, Martin. Il y a plusieurs villes qui ont de l'ECMO. Hein. Lille en a, Perpignan en a, plein de villes. Voilà. L'ECMO est quelque chose qui est tout de même assez rare. Il faut Port-Royal, Martin. Ah, pardon. O ECMO è una tecnica bastante complicada e tiene que tener gente que hace eso fácilmente varias veces por año. Y por eso hay pocos grandes SAMU que tienen eso. Pero hay que recordarse que en Madrid, en España, existe también una cosa parecida y que fueron ellos también los pioneros do ECMO extrahospitalario y da captación para donación de órganos de ECMO. L'autre point, c'est que pour le cours, c'est important de dire qu'aujourd'hui, les médecins urgentistes peuvent faire de l'ECMO. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a appelé ça ECPR et pas ECMO. Pourquoi avoir mis ce mot-là? C'était pour dire qu'en situation d'urgence pour de l'arrêt cardiaque, des médecins urgentistes pouvaient le faire. Aujourd'hui, il n'existe pas de formation officielle. Il existe des cours comme celui qu'on organise. Et on travaille avec l'organisation scientifique d'ECMO pour faire une validation de ce type de cours qui devrait avoir lieu dans les années qui viennent. Mais sur le fond, vous avez raison. Pour moi, dans les années qui viennent, dans la formation d'un urgentiste, l'ECMO sera incluse au même titre qu'on apprend à intuber un malade. Felipe. Boa noite. Meu nome é Felipe Reck, atual coordenador-geral de urgência do Ministério da Saúde. Falo primeiro ou você vai traduzindo aos poucos só para... Não, eu vou... Se eu puder parar um pouquinho, Felipe, eu já faço a tradução na sequência daí para ele. Tá bom. Começa. Bom, atualmente o governo Lula tem como uma prioridade a expansão do SAMU para 100% do território nacional. Hoje está em torno de 85%. Meu nome é Felipe Reck, atualmente eu sou coordenador...
Mon nom est Philippe Lehec. Maintenant, je suis le coordinateur national du SAMU au Brésil. Et nous avons 85% de couverture du SAMU au Brésil. Et le gouvernement Lula, il veut que 100% être couvert. Pode continuar. Esse é um grande desafio que o governo está comprometido em atingir nos próximos anos de governo. E também temos outros avanços muito importantes, como, por exemplo, levar a rede de urgência para todos os territórios indígenas também no território nacional. Oui, ça c'est l'avancement que le gouvernement brésilien il veut le faire. Et il y aura aussi pour avancer dans les territoires des Indiens, hein, et pour tous les autres territoires avec distance au Brasil. Quero dizer Então, temos muito interesse em retomar a cooperação Brasil e França, e tenho certeza que ao longo desses 20 anos, o Brasil e a criatividade e a dedicação dos trabalhadores do SAMU brasileiro criaram muitas inovações e tenho certeza que vai ser uma troca muito rica. Nous avons une très grande volonté de relancer la coopération France-Brésil pour le SAMU, hein, avec tous les gens qui ont bien travaillé dans toutes les années avant. É isso. Martin, fala. Martin, Felipe é o coordenador de todo o Brasil por le SAMU, a ce moment, por la rede de urgência, é o coordenador de urgência do Ministério. Superbe ministère de la Santé. Superbe ministère de la Santé. Um portunhol, Martin. Tenéis um sistema Ministério da Saúde muito inteligente. Segunda coisa, para os indígenas, se nós estamos atacando o problema das parteiras não diplomadas, das zonas indígenas de Guiana. O SAMU de Guiana pode ajudar a Brasil a fazer uma ajuda das parteiras não diplomadas, não enfermeiras, porque essas podem chegar a lugares onde o SAMU não pode chegar. Assim que essas parteiras não oficiais las dotamos de aparatos médicos de diagnóstico que transmitem ao SAMU de Guiana e, se é necessário, se manda um helicóptero ou uma lancha, uma ambulância que vai detrás, porque elas estão muito em contato com a prevenção da mortalidade da mulher em essa zona. Et pour compléter la réponse de Martin, la coopération est, je pense, quelque chose de fondamental dans les deux sens. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Nous avons tous des spécificités. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision commune de ce qu'on veut de la médecine d'urgence et particulièrement de la régulation médicale qui permet de rationaliser les soins pour une meilleure qualité de soins pour la population de manière générale. Et effectivement, la réponse graduée est, je pense, une nouvelle clé que nous devons avoir à l'esprit.
qui, grâce à des citoyens équipés peut-être de technologies, vont nous aider, même dans les lieux les plus reculés. Pardon, Lionel, les dernières, tu peux répéter? Oui, la réponse graduée, A resposta, graduée doit a resposta graduada. faire intervenir les citoyens, Ele deve fazer o próprio cidadão intervir formés par les SAMU, en Formado. relation avec les SAMU, em relação ao SAMU, avec l'aide de la technologie. com a ajuda da tecnologia. Quem fala de primeiros respondentes? Mais la technologie n'est Essa qu'une aide. tecnologia, né, elas Elle ne doit pas remplacer le médecin qui seul tem, aura les compétences pour décider des suites à donner. ela não também tirar o médico para decidir o que fazer. Martin, je te laisse la Usar a tecnologia sem deslocar o médico, isso é difícil para todos os cidadãos. Martinez. Ton micro est fermé. Je peux parler là? Oui. Para a tecnologia, as duas melhores coisas que estão chegando para o SAMU é a inteligência artificial, que tem muitos peligros se não está bem organizada antes por os médicos, porque houve muitos errores da informatização da saúde e não temos que volver a fazer os mesmos errores. A inteligência artificial tem que ser preparada por o trabalho que estamos fazendo com os tomos de urgência que você pode obter por o Calameo. Calameo é uma organização que pode copiar meus tomos, mesmo em brasileiro, e que você os importais gratuitamente. É um regalo. Regalo, vocês dizem em português? A câmera vem para cá. Pois. Um dom. Je ne sais pas comment on dit un don. Dom. Você pode utilizar meus manuais de regulação. O tomo 1 é a regulação geral. O tomo 2 é as especialidades. O tomo 3 é as emergências mássicas, catastróficas. E o tomo 4 é o tesauros que podemos fazer. O tesauros em português não tenéis que poner vosso português, porque eu não sei falar bem o português. E já fiz o francês, o espanhol, falta o inglês e o português. O português tenéis que fazê-lo vosotros, em vossas escolas do SAMU. Temos mais uma pergunta. Dr. Martinez, o meu nome é Tamires, eu sou médica reguladora do SAMU Porto Alegre. É uma honra estar aqui e falar com o senhor e fazer parte desse SAMU que está fechando agora, dia 21, 28 anos. Então, muito obrigada por isso. E queria também contar para vocês que o SAMU Porto Alegre também está sendo pioneiro mais uma vez com o projeto Cidade Cardioprotegida, justamente para trabalhar com essa questão de primeiros respondedores para a parada cardíaca, então capacitando a população e distribuindo 10 pela cidade. Traduz, César. Non, elle est de cœur à Porto Alegre, Lionel. Ils sont en train de faire un grand mouvement de créer premier répondant
pour les arrêts cardiaques à Porto Alegre, qui est aussi du Brésil, où il y a le SAMU qui a commencé. C'est les premières SAMU au Brésil. Et maintenant, elle est très ravissante avec les 28 ans du SAMU de Porto Alegre, d'avoir avancé sur ces thèmes, les mêmes choses que tu es en train de faire à Paris. S'il y a besoin d'aider, avec plaisir. Si on peut aider pour mettre une application, avec plaisir. Et l'autre point, on a par exemple développé un nouveau programme pour les citoyens. Les citoyens qu'on forme et à qui on donne un défibrillateur et qui sont sur l'application. Et l'année dernière, on a testé ça dans une ville moyenne en France. Et toutes les défibrillations qui ont eu lieu publiques ont été grâce à ces citoyens. Au niveau de la France, avec l'application, on a plusieurs études qui montrent une amélioration significative de la survie. On vient de finir les inclusions dans une étude randomisée. Nous n'avons pas encore les résultats. J'espère pouvoir vous les présenter prochainement. Mais en tout cas, si on peut aider, si on peut vous mettre à disposition l'application, ça sera avec grand plaisir. Mais alguém? Mais nenhuma pergunta. Mais il n'y a pas quelques questions. Martin, tu veux dire quelques mots à la fin? Oh non, je suis veillote, tu sais, sono un poco veillote y me hacéis llorar un poco. Eu só gostaria de falar para todos, o Martinez não pôde vir, ele teve uma fratura. Esse foi o motivo, e ele está com muita dificuldade em viajar. Esse foi o motivo de ele não ter vindo. Mas ele realmente sentiu muito a não vinda e para estar conosco. Mesmo por essa, nós tínhamos um pequeno filme que ele gravou, então depois foi 13 de 10 minutos, que o filho dele, a ajuda do filho dele estava como segurança caso ele não conseguisse se conectar. Ainda bem que deu tudo certo, eu quero pedir desculpas pela tradução, né? Eu não sou tradutor oficial, eu tentei traduzir, teve muito erro, né? Mas espero que todos tenham compreendido a maior parte dele. Eu vou só agradecer aos franceses agora, em nosso nome. Martin, Lionel et Jean, nous voulons vous remercier beaucoup pour cette opportunité et l'idée de relancer la coopération est au point à ce moment et nous serons très contents de relancer cette coopération bilatérale maintenant, non seulement unilatérale, mais bien bilatérale, exactement parce que nous avons aussi réussi à faire des choses qui peuvent aider la France. Je suis sûr de ça à ce moment. Et comme la France peut nous aider, continuer à nous aider dans quelques points aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce n'est pas bilatéral, mais multilatéral. Multilatéral parce qu'il y a le Mexique et le Chili qui sont très en avance. Il y a le Pérou qui commence. Ok, Martin. Merci à vous, bonne soirée. Bon congrès. Boa noite a todos. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Boa noite a todos também.
Por favor. Então, chegamos ao final desse segundo dia, né? O doutor César já agradeceu aos nossos palestrantes. Gostaria de lembrar que a mesa que nós não podemos ter o prazer de compartilhar hoje, ela vai ser repassada, foi repassada para amanhã, certo? Finalizamos agora com a apresentação de um grupo, né, de dança bem nordestina, que é o nosso Forró Pé de Serra. Convidamos todos vocês a participarem. E amanhã, 8h30, nos encontramos aqui para mais um dia do nosso encontro. Muito